Quand Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs », n'imaginez probablement pas qu'un jour, les événements extérieurs prendraient la forme d'algorithmes, nous dictant nos choix ou les orientant très fortement. La presse regorge déjà d'une multitude d'exemples de personnes ayant laissé le choix de leurs décisions à l'IA. Vie professionnelle, vie amoureuse, santé mentale, parfois avec des conséquences aussi dramatiques que le suicide. Mais lorsqu'une technologie connaît vos faiblesses, mieux que vous-même, elle sait où elle peut vous dominer, ce qui revient à vous ôter votre liberté. La question devient alors inévitable. Que contrôlons-nous vraiment quand nos outils deviennent plus intelligents que nous? Cette question, c'est exactement le genre de question que les stoïciens posaient il y a plus de 2000 ans. Évidemment, ils n'avaient pas d'algorithme, pas de modèle de langage, etc. Mais ils avaient une chose qu'on a peut-être perdue, une méthode, un mode de pensée pour rester maître de nos choix, même quand le monde semble nous dépasser. L'IA se développe à une vitesse affolante et, avec elle, le besoin urgent de cadres éthiques et philosophiques solides. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si l'IA va remplacer l'humain, le véritable enjeu, c'est de savoir si nous resterons capables, intérieurement, de nous gouverner nous-mêmes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Inspiration. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller explorer quelques-uns des piliers du stoïcisme et de voir dans quelle mesure on peut essayer de relier ça à l'intelligence artificielle. On va voir s'il existe un monde où une philosophie éthique de l'IA, à travers les préceptes de la philosophie stoïcienne, est possible. Avant toute chose, un peu de contexte. Il faut savoir de quoi on parle. Comment peut-on définir l'IA aujourd'hui? Je ne vais pas vous faire une description d'ensemble ni technique, je vous renvoie pour cela à mes 2 premiers épisodes sur l'IA, mais en quelques mots, et pour être assez générique, assez généraliste, je pourrais vous dire ça. L'IA, ça correspond à une technologie ou à un ensemble de technologies qui vont utiliser des données, soit disponibles, soit celles que l'on va produire nous-mêmes, et ces données vont être utilisées pour apprendre ou pour raisonner, avec des gros guillemets, mais aussi pour prédire, pour projeter certaines informations, certains usages et parfois même certains de nos comportements. D'un autre côté, qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme, c'est une philosophie très pratique qui est née à Athènes il y a plus de 2000 ans et dont certains des grands auteurs et ambassadeurs sont Épictète, Sénèque ou encore Marc Aurèle. C'est une philosophie qui a aujourd'hui un peu retrouvé ses lettres de noblesse à notre époque moderne. Elle est de nouveau popularisée par ceux que l'on pourrait appeler des stoïciens modernes tels que Mark Manson, Ryan Holiday, Robert Greene ou bien d'autres. Si cela vous intéresse, je vous encourage à écouter les 2 épisodes que Gaëtan vous a proposés, la leçon numéro 3 du stoïcisme, ainsi que l'épisode L'ego ou la raison. Vous allez voir que ce sont des excellentes introductions et on va ici réutiliser certains des éléments tout en allant un petit peu plus loin. L'un des fondements du stoïcisme, c'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Alors même si la formulation a l'air un petit peu barbare, en réalité vous connaissez peut-être déjà ce principe par des tournures telles que vous n'avez pas le contrôle sur les choses du monde extérieur, mais vous en avez sur la façon dont vous y réagissez. Dans le stoïcisme, il est essentiel d'être capable de distinguer ce qui dépend de nous directement de ce qui n'en dépend pas, de ce qui est extérieur à nous. Les choses du monde extérieur, elles peuvent être le comportement des individus, l'opinion des autres, la réputation, le corps ou même des événements comme la mort. Et selon Épictète, tout cela correspond à ce qui n'est pas notre œuvre propre. À l'inverse, on comprend que ce qui dépend de nous inclut nos jugements, nos désirs, nos choix, nos actions et bien d'autres choses, et en un mot, tout ce qui est notre œuvre propre. Dans l'ensemble, cette dichotomie du contrôle, c'est assez immédiat, et pour être bien clair, Épictète nous dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Mais ça pose question. Parce que si on sait que cette dichotomie, elle existe, et qu'on réalise que certaines choses nous échappent, on peut être un petit peu perdu sur la façon dont se comporter, sur la façon dont on dirige notre énergie. Alors comment on fait? Heureusement,
le stoïcisme nous apporte également une réponse et de façon assez claire. Il faut, en tant qu'individu, tendre vers la vertu. Avant de vous définir ce qu'est la vertu, il faut comprendre quelques éléments. Pour le philosophe stoïcien, la seule chose qui nous distingue du reste du monde, et notamment bien sûr du règne naturel, c'est la raison. Bon, entre nous, il y a des gens chez qui c'est plus ou moins développé, mais bon, ça c'est un autre sujet. Un autre point également, c'est que les stoïciens considèrent généralement que l'ordre du monde, l'univers, est logique, rationnel, avec une sorte de raison universelle incorruptible, et c'est ce qu'on appelle le logos. Si je lis tout ça, lis du verbe lire, je précise, si je lis ces deux éléments, le stoïcien va considérer que suivre la raison et vivre avec raison, ça implique, par son aspect rationnel, vivre en accord avec l'univers, être en harmonie avec lui. Et ça, c'est important de le noter parce que ça a une conséquence assez directe. La vertu, c'est pas uniquement faire le bien dans la société. La vertu, ça implique une forme de cohérence, une cohérence intérieure, en accord avec soi-même, et en étant en accord avec soi-même, on est en accord avec la raison du monde. Cette vertu, le stoïcisme va la définir avec 4 grandes vertus fondamentales ou 4 valeurs cardinales. On a la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse, c'est la capacité à discerner ce qui va dépendre ou non de vous. C'est cette fameuse finalement dichotomie du contrôle, vous voyez qu'on s'y retrouve. Mais c'est aussi la possibilité d'agir avec une certaine forme de discernement, c'est-à-dire sans précipitation, en ayant une compréhension rationnelle des choses du monde et avec une prise de décision qui soit réfléchie, qui soit éclairée. Bref, on prend son temps, on réfléchit avant d'agir. La deuxième valeur, c'est le courage. Bon, le courage, vous connaissez, c'est cette capacité à tenir face à l'adversité, la douleur, voire la peur, et la possibilité d'affronter avec dignité des épreuves telles que la maladie, la honte, la perte de proches. Le courage, c'est une sorte de force d'âme, une force d'âme qui permet de faire face à l'obstacle, car l'obstacle est le chemin, et faire face au courage de ne pas être aimé lorsque cela le demande. On reparlera peut-être de ces notions. Vient ensuite la justice. La justice, de manière assez évidente pour cette valeur, c'est respecter autrui. Respecter l'ordre du monde, au sens large, de tout ce que ça englobe, c'est être en mesure de se montrer équitable et de servir sa communauté. Et tout ça, bien sûr, il faut être capable de le faire de façon désintéressée. C'est donc une équité des autres et de l'action pour un bien commun. Enfin, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais ça correspond à la maîtrise, à la modération de ses désirs, de ses passions et de ses émotions. C'est ne pas s'emporter dans des colères ou dans des plaisirs outre mesure quand ça n'est pas nécessaire. En d'autres termes, c'est une forme de discipline personnelle qui vise un équilibre, l'équilibre de soi, un équilibre intérieur, toujours en équilibre avec le monde. On a donc sagesse, courage, justice et tempérance. Ces 4 grandes valeurs cardinales, elles sont constitutives de la vertu, mais elles sont surtout indissociables selon les stoïciens. Autrement dit, vous ne pouvez pas être courageux si vous n'êtes pas juste, si vous n'êtes pas sage ou si vous n'êtes pas tempéré. Vous ne pouvez pas être sage sans faire preuve de courage, de justice et de tempérance, et ainsi de suite. Ces valeurs, elles sont unifiées, elles forment une unité qui correspond à la vertu. Et c'est là que ça devient super intéressant. Bon, même si ça l'était déjà beaucoup entre nous, mais c'est là que ça le devient encore plus. Parce que la vertu, elle est considérée par les stoïciens comme le bien ultime, le bien suprême de l'être humain. C'est-à-dire que des éléments comme la gloire, la richesse, les biens matériels, voire pour certains stoïciens la santé, ce sont des éléments qui sont considérés comme indifférents. Avec une petite nuance quand même, c'est que indifférent, ça ne signifie pas bon ni mauvais, en propre, mais tous ces éléments, ils sont quand même extérieurs et donc possiblement soumis au hasard. Et contrairement à tout ce qui nous est extérieur, j'ai cité la richesse, on a possibilité aussi de jouir de certains plaisirs, etc. La vertu, elle est
intrinsèque, elle est en nous, elle ne dépend que de notre volonté et de nos choix. Ce qui compte, c'est comment on agit et comment on réagit face aux choses du monde. CF, la dichotomie dont je vous parlais plus haut. Donc, tous les éléments extérieurs vont presque devenir secondaires face à la vertu. La vertu, elle incarne la représentation d'une forme d'excellence rationnelle et surtout d'excellence morale. Donc, maîtriser ces valeurs cardinales et agir en fonction de la vertu, c'est ce qui mène, selon les stoïciens, à l'épanouissement moral supérieur de l'individu, au fait de nourrir votre âme et en définitive, c'est ce qui vous conduit vers le bonheur. Être vertueux, c'est être libre intérieurement et donc même si tout s'effondre, ça reste à l'extérieur. Et comme c'est à l'extérieur, être vertueux, c'est être capable de, malgré tout cela, accéder au bonheur. Sénèque nous dit « La vie heureuse consiste à être en accord avec sa propre nature ». Un élément complémentaire quand même qu'il faut avoir en tête, c'est le concept d'amor fati, autrement dit l'amour du destin. C'est un concept qui, initialement, n'a pas été introduit par les stoïciens d'origine, mais qui a été introduit par Nietzsche. L'acceptation du destin, attention, ça n'est pas le fatalisme, parce qu'on fait souvent le raccourci entre aimer le destin, aimer les conséquences du destin et le fatalisme, encore plus quand on parle de Nietzsche. L'amour du destin, ce que ça veut dire pour les stoïciens, c'est que un stoïcien, il sait qu'il va devoir accueillir le monde, et le monde, le cours du monde, tel qu'il est, sans opposition, car la révolte est pour lui stérile. Ce que cela veut dire, c'est qu'on sait, finalement, en tant que stoïcien, que le monde risque un jour de virer au chaos, mais on l'accepte, et on se dit que potentiellement de jours meilleurs viendront. On accepte ce monde-là. Et j'irai même plus loin, parce que, je viens de vous le dire, le chaos ne doit pas être un problème, car il est à l'extérieur. Et si, en tant que bon stoïcien, vous pratiquez la vertu, le chaos étant à l'extérieur, le chaos n'est pas un obstacle à votre plénitude, à votre liberté intérieure, et donc à votre bonheur. Maintenant, quelles applications à l'IA ? Je vous ai fait un cours rapide, un condensé un peu de stoïcisme, c'est génial, mais tous ces principes de vie, très concrètement, au niveau technologique, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que on peut imaginer une sorte de stoïcisme éthique de l'IA ? Pour faire cet exercice de pensée, il va falloir prendre plusieurs éléments en compte. Avant de commencer à réfléchir sur le développement d'une IA stoïque, forcément, il faut être capable d'appliquer la dichotomie du contrôle que je vous ai présentée et d'identifier clairement ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, bien sûr, ça va inclure notamment le rythme, la vitesse des progrès techniques, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une percée un peu imprévisible ou qu'une entité, que ce soit un laboratoire en particulier, un pays, une entreprise, avance plus vite que les autres. Ce qui ne dépend pas de nous va inclure aussi l'écosystème dans son ensemble, c'est-à-dire les décisions politiques ou réglementaires qui vont forcément cadrer les avancées, ou encore le fonctionnement économique du secteur avec des financements et des priorités pour les investisseurs qui peuvent être variables et qui peuvent ne pas être en accord avec ce que nous, on souhaiterait faire dans notre IA stoïque. Et dans tout ça, on pourrait aussi inclure d'autres éléments un peu plus disparates, à savoir les biais qui existent dans les données historiques que l'on envisage d'utiliser pour un modèle, les comportements des utilisateurs une fois le modèle déployé, ou encore tout ce qui est malveillance, cyberattaque, prompt injection, etc. Évidemment, il y a des pistes pour essayer de s'adapter à tous ces paramètres, et typiquement, utiliser l'amor fati, c'est être capable d'accepter le destin. In fine, dans notre cas, ça veut dire qu'on sait que l'IA risque d'être utilisée à des fins peu souhaitables. Et finalement, en imaginant les pires mots possibles, que ce soit des deepfakes, que ce soit le détournement à des fins politiques, que ce soit les effets sur la société, on va pouvoir peut-être construire le modèle d'IA en conséquence. Et on peut aussi vivre en accord avec la vertu, c'est-à-dire qu'on va aller vers un modèle qui respectera ou tentera de respecter l'ordre du monde, la nature du monde, en mettant la dignité, le rationnel au cœur du modèle, même si cela pourrait impliquer
effectivement, d'avoir un modèle qui serait un petit peu moins performant que celui d'un concurrent, qui ne prendrait pas en compte ce genre de précautions. Mais malgré tous ces paramètres, ces composants du monde restent importants, car être capable de concevoir qu'ils nous sont tous extérieurs, et donc qu'on n'a pas d'emprise directe sur eux, cela nous permet quand même, nous, d'aller vers l'ataraxie, cette fameuse tranquillité d'âme, cette sérénité de vivre en accord avec le monde et de faire en sorte que notre modèle d'IA tende vers cet objectif également. Si on passe à ce qui dépend de nous maintenant, on va pouvoir parcourir les différentes étapes du développement de notre modèle. La première étape, généralement, c'est tout ce qui est R&D, autrement dit recherche et développement. Ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'il faut, avant même de produire l'IA, la réfléchir, la conceptualiser. On va choisir peut-être des objectifs qui soient alignés avec le bien humain, selon le principe de justice, même si cela pose la question du bien et du mal. Et ça, je l'ai déjà évoqué dans mon premier épisode sur l'IA. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Évidemment, on s'accorde moralement sur un ensemble de principes et d'illustrations, mais c'est vrai que ça peut varier d'une entité à une autre. Au moment de la R&D, on va peut-être aussi obtenir des résultats qu'on préférera ne pas publier et ne pas continuer à développer, peut-être parce qu'ils peuvent être dangereux. Et là, ce sera faire preuve de courage, de dire on a des choses qui ne nous conviennent pas, on ne va pas aller plus loin. Courage plus tempérance. Et surtout, on va chercher à faire preuve de sagesse, en étant rigoureusement honnête sur les limites, mais aussi sur les risques des modèles qu'on souhaite développer. Ça, c'était notre première étape de R&D. Admettons qu'on ait réussi à conceptualiser tout ça. Vient alors l'étape de collecte et de curation des données. Là, de la même façon, il va falloir être capable de faire des choix. Avoir le principe de justice en tête et refuser de collecter des données de façon détournée, illégale ou non consentie. Et vous savez qu'il y a déjà eu un certain nombre de débats sur l'utilisation par certains modèles de la propriété intellectuelle de plusieurs artistes. Évidemment, on pense aux différentes images, aux différents filtres des studios Ghibli et du travail de Miyazaki sur les images qui étaient proposées par certains modèles. Donc, il faudra avoir tout cela en tête. Également, une fois qu'on a nos données, il va falloir les nettoyer. Les nettoyer pour les rendre plus propres au sens moins biaisé quand cela est possible, tout en acceptant que certains biais soient globalement assez inévitables. Et par contre, il faudra avoir le courage de le dire et de le positionner très frontalement et admettre que nous-mêmes, on aura des biais sur cette étape-là. Une fois qu'on a conceptualisé, qu'on a nos données, qu'on a un petit peu nettoyé tout ça, il faut bien sûr penser entraînement. Penser entraînement, ça veut dire être capable de mettre des garde-fous techniques pour respecter nos principes de vertu, et cela, quand bien même ça va nous coûter d'un point de vue financier, ça c'est certain, mais aussi un point de vue potentiel de performance. Et pour aller au bout de la démarche, il faudrait qu'on soit capable de documenter de façon assez transparente chacune des décisions qui ont été prises dans l'entraînement du modèle. C'est dans une certaine mesure avoir une approche open source, ce qui se fait déjà, mais de façon très poussée. Et là, ça nous permet de mettre en avant la sagesse de la réflexion qu'il y a eu derrière cette IA avec une philosophie stoïque que l'on souhaite développer. L'entraînement du modèle, il ne doit quand même pas oublier les choses du monde extérieur. Et notamment, je l'ai un petit peu évoqué, mais les utilisations détournées. Car même si on sait qu'il y en aura, de par leur aspect assez inévitable, on peut essayer, à cette étape, de les rechercher activement, si possible de les brider dans une certaine mesure, tout en sachant que, en faisant ça, il y a un effet évident sur la liberté que l'on offre aux utilisateurs, puisqu'on limite certaines fonctionnalités. Et à nouveau, il faut pouvoir le dire voilà ce qu'on a fait, voilà pourquoi on le fait, et donc avoir le courage, la sagesse et la tempérance de publier ces résultats de tests, ces résultats des pires utilisations possibles, y compris, et peut-être même surtout, lorsque ça va être le plus embarrassant. Si j'avance un petit peu, on va finalement arriver progressivement vers notre produit final, avec son interface, ses prompts, ses systèmes, etc. Le déploiement de notre produit final, il demande lui aussi une certaine étude, parce qu'on va devoir mettre en face de notre produit des politiques d'usage qui vont être appropriées. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire être capable, être à même de refuser certains clients ou certains usages qui iraient à l'encontre de notre approche stoïque. Exemple, l'armement. Est-ce qu'on doit permettre l'utilisation de notre modèle à des fins d'armement? Est-ce que on doit faire la différence entre les usages de défense et l'usage létal, dont l'usage létal autonome? Il faut être capable de choisir. On va avoir vraiment des dilemmes philosophiques et éthiques sur lesquels il va être nécessaire de trancher, sur lesquels il va être nécessaire de se positionner. Et pourtant, certains de ces usages restent malgré tout légaux. Même plus que ça, ils restent parfois très très rentables. Mais la question qui se pose dans le cadre d'un modèle d'IA éthique au sens stoïque du terme, c'est est-ce que ça va dans le sens de la vertu globale et donc de la mise en avant de nos valeurs cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Je continue sur l'usage. Potentiellement, l'usage va nous amener à nous questionner sur la possibilité de mettre des restrictions clientèle, j'en parlais juste avant, mais des restrictions en termes d'utilisateurs, c'est-à-dire des restrictions d'âge, des restrictions de géographie, des restrictions éventuellement d'usage, même si ça implique de réduire les métriques de notre modèle. On a des exemples très parlants en termes de questionnement éthique de ce que ça veut dire. Est-ce que un chatbot qui permettrait de parler avec une personne défunte, c'est quelque chose qui est bon au sens philosophique du stoïcisme? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit développer, encourager? Quid des échanges érotiques qui sont déjà permis par certains modèles que l'on retrouve dans le commerce et qui sont librement accessibles, des modèles grand public et que vous connaissez déjà? Est-ce que de la même façon, c'est pas encourager une certaine solitude? Est-ce que c'est pas encourager tout cela à des fins purement commerciales et capitalistiques? De la même façon, quid de l'utilisation comme psychologue, comme confident personnel? Je l'ai dit en introduction, mais il y a des gens qui délèguent toutes ces décisions-là, toutes ces problématiques-là à une intelligence artificielle automatisée pour prendre des décisions avec une responsabilité derrière. Donc tout ça, ça pose question et il faut que notre modèle d'IA éthique au sens stoïque du terme se les pose. C'est absolument fondamental et même si on se dit qu'a priori certains des usages que je viens de vous décrire, le stoïcisme par la vertu n'irait pas dans leur sens, dans son utilisation, il faut que notre IA ait une attitude qui soit convenable. Et je pense ici notamment à une IA générative, conversationnelle, mais pas que. Et plus largement que ça, il faudrait être capable de programmer l'IA pour qu'elle refuse poliment mais fermement des demandes immorales, peut-être certaines des demandes qu'on a évoquées. C'est un principe de justice, certes, mais on doit aller encore plus loin et avoir un modèle qui soit sage au sens de la sagesse, c'est-à-dire un modèle qui puisse faire comprendre, qui puisse dire, qui puisse montrer « je ne sais pas » ou « je ne peux pas » lorsque cela est le cas. Donc vous voyez, il y a déjà énormément de questionnements qui se présentent à nous. Maintenant, il y a quand même un chaînon qu'on ne doit pas oublier. Et finalement, c'est peut-être le plus important, c'est se placer du point de vue de l'utilisateur. Parce que pour la plupart d'entre nous, on se situe essentiellement à ce niveau-là. On est des usagers finalement de ces intelligences artificielles en tant qu'usagers. Il faut avoir une forme d'hygiène technologique et d'hygiène mentale face à l'utilisation des IA. Il ne faut pas que vous déléguiez à l'IA vos propres jugements moraux. Ils sont vôtres et doivent le rester. Sinon, c'est remettre sur des choses qui ne dépendent pas de vous, ce qui dépend normalement complètement de vous. C'est faire absolument tout l'inverse de ce que prône le stoïcisme. Donc ici, ce n'est absolument pas ce que l'on recherche. C'est vous qui devez garder la responsabilité finale sur chacun de vos actes. Le risque, avec de gros guillemets, c'est évidemment de se voir déréglé d'une certaine façon par les IA auxquelles on délèguerait l'ensemble de nos capacités de jugement et de raisonnement. Et qu'on se comprenne bien, évidemment, il va y avoir des évolutions dans la façon dont on apprend, dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on pense, dont on progresse, etc.
il va y avoir des évolutions et il y en a déjà eu. Et parfois de façon assez brusque et assez rapide. Il ne s'agit absolument pas de condamner leur utilisation, mais juste de les rendre les plus judicieuses possibles. Ce que Marc Aurèle nous dit, c'est « ne te laisse pas dominer par quoi que ce soit d'extérieur ». Donc, outils, oui, mais maître, non. Lorsque vous avez des algorithmes qui sont hors de votre contrôle, vous devez avoir une réaction face à leur utilisation qui soit mesurée et surtout réfléchie. C'est la dichotomie du contrôle. Vous ne devez pas tout prendre pour argent comptant. Attention, je ne dis pas que les algorithmes se trompent, je dis qu'ils vous délestent potentiellement de ce dont vous devez rester le maître absolu, vous-même. Et je sais bien que ça n'est pas simple, car l'IA est absolument partout aujourd'hui, et ce que je vous demande de faire, ça implique d'être capable d'aller chercher le défi, de savoir accepter la contrainte, de pouvoir prendre position et agir de façon courageuse, en bref, retrouver un goût de l'effort. Et on a un épisode d'ailleurs sur le goût de l'effort fait par Gaëtan. Allez l'écouter, il est absolument précieux. Quoi qu'il en soit, vous comprenez maintenant pourquoi, à travers toutes les étapes de la création de notre IA et même jusqu'à son utilisation, le stoïcisme permettrait d'être une boussole très puissante qui œuvrerait pour le bien commun et en accord avec la nature du monde. C'est-à-dire avoir le meilleur de tout, à la fois la philosophie et l'importance et les règles morales et en même temps les utilisations et les apports qu'ont l'IA. Utiliser le stoïcisme de cette façon permettrait de cheminer vers une plus grande excellence morale en acceptant avec sérénité tout le reste. Autrement dit, cela permettrait d'appréhender ces outils, mais toujours de s'élever et de poursuivre l'idéal de vertu. Et c'est probablement la seule posture qui permette de rester à la fois efficace, en tirant parti des avancées phénoménales de l'IA, et de rester humain dans nos actions, surtout quand on travaille sur des technologies qui peuvent changer le monde ou, qui sait, peut-être le détruire, au moins philosophiquement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Soyez juste, mettez-nous les 5 étoiles sur vos plateformes préférées. Soyez courageux, partagez cet épisode. Soyez sage en tirant les enseignements qu'il se doit. Et surtout, faites preuve de tempérance dans vos futurs usages de l'IA. Autrement, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.